Mesdames et messieurs, le transfert de Nico Williams ayant capoté, le Barça revoit un petit peu son positionnement, sa stratégie sur le mercato, des anciennes priorités reviennent sur le devant de la scène, de nouveaux noms sortent un petit peu à droite à gauche. Voici les rumeurs bien évidemment du mercato et c'est de ça dont on va parler dans cette vidéo en abordant un petit peu tous les cas qui sont dans l'actualité du FC Barcelone à travers vos questions. Je vous remercie beaucoup, je vais essayer d'y répondre du mieux possible. Première question, mesdames et messieurs, de notre cher Lafrit catalane. Bien évidemment, vous n'oubliez pas de vous abonner à Lafrit catalane si ce n'est pas déjà fait, qui me dit « Yo Dave, petite question simple, penses-tu que notre priorité se situe dans les rumeurs actuelles ou as-tu une idée bien définie de nos besoins et quel joueur pourrait parfaitement combler les besoins que tu as identifiés ?» Deuxième question, c'est la suite. Comment penses-tu que cela puisse être réalisé en mettant comme difficulté la possibilité de ne pas être au 1-1 ? Ah là là, Lafrit, tu poses des bonnes questions, mon ami, bien évidemment. Sur la première question, dans les priorités, il y a le poste qu'il faudrait parfaitement au FC Barcelone. Bien évidemment, en fait, déjà, le truc, c'est qu'au Barça, tu as l'impression que tous les joueurs, ils sont sur le mercato du FC Barcelone. Donc, on l'a dit, hein, moi, à travers ma série virtuelle mercato, j'avais mis comme priorité le gardien, un latéral, que ce soit droit ou gauche en fonction, l'ailier gauche, bien évidemment, et le numéro 9. Donc, bien évidemment, avec pour idée, en priorité, de répondre à cette priorité de poste avant de vouloir recruter un joueur juste pour recruter un joueur. Répondre aux problèmes qu'on a actuellement dans notre tactique. Qu'est-ce qui nous manque en termes de poste, pas forcément en termes de nom. Donc bien évidemment, nous on avait évoqué des joueurs, mais même les noms qu'on avait évoqués avec Lafrit, tu avais évoqué du Grimaldo, du Vanderson, moi j'avais évoqué, typiquement ça c'est des joueurs qui sont dans les rumeurs, souvent du Barça. En termes d'ailier, il y a du Rashford, du Lookman, du Diaz, il y a longtemps eu Nico, etc. Ça correspond à l'ailier gauche. Garcia, on l'a recruté en tant que gardien. Et le numéro 9, j'estime que ça ne sera pas cet été. On n'a pas l'argent. Même si pour moi, c'est déjà une priorité de cet été. Mais bon, ça sera plus pour l'été prochain. Mais donc, dans tous les cas, oui, sur les rumeurs qui sortent, il y a forcément dedans, dans le lot, dans le tas, un des noms qui doit répondre justement à nos besoins actuels. Donc, sur tous les ailiers que j'ai cités, fait partie l'ailier qui devra répondre justement à cette problématique. Et ensuite, donc ta deuxième question qui est comment penses-tu que cela puisse être réalisé si on n'est pas de retour au 1-1 ? Ça c'est très compliqué. C'est pour ça justement que moi sur mon mercato idéal, je n'avais pas donné de nom de joueur parce que je ne connais pas la trésorerie du Barça. Je ne sais pas exactement combien on va avoir justement comme somme à mettre sur le marché des transferts, surtout si on n'est pas de retour au 1-1. Ça veut dire que c'est aussi forcément beaucoup conditionné à notre capacité de vente. Est-ce que tu vas vendre un Rojo ou pas ? Ça te rapporte peut-être 50 millions, tu sais pas, donc ça change totalement ce que tu peux recruter derrière. Est-ce qu'on va vendre un autre joueur en plus de ça ? Ça va te rapporter des sous. Voilà, c'est compliqué, hein. Si tu n'es pas de retour au 1-1, c'est vrai que ça va être difficile, va peut-être devoir et être obligé de se focaliser un petit peu sur un marché comme on avait fait avec Cancelo et Joao Félix, donc plus de joueurs en prêt dans un premier temps. Donc ça peut se traduire pourquoi pas par un Rashford. Beaucoup de rumeurs parlent d'un prêt possible de Marcus Rashford. Ça peut se tourner vers ça. Peut-être qu'un prêt, ça peut être la solution si on n'est pas de retour au 1-1. Et après, à voir en fonction des ventes. Voilà, et je ne connais pas actuellement précisément combien d'argent est-ce qu'on peut mettre sur la table. Et en plus de ça, quel joueur on va vendre et pour quel prix. Donc ça dépendra énormément de ça. On a ensuite Juninho qui nous dit « Salut Dave, allons chercher Rashford Grimaldo et puis c'est fini. L'année prochaine, on mettra la grosse somme sur Alvarez ou Lautaro. Force à toi. » Merci beaucoup pour la force. Alvarez ou Lautaro ou Isaac. On n'oublie pas Alexander Isaac, bien évidemment. Donc tu nous dis « Allez chercher Rashford et Grimaldo, puis c'est fini. » C'est vrai que c'est deux joueurs qui complètent un petit peu les problématiques qu'on a. Alors Rashford, j'ai fait une vidéo, grosse vidéo analyse sur lui, donc vraiment avec les plus, les moins, son historique. Donc n'hésitez pas à aller la voir si vous ne l'avez pas encore vu. Donc Rashford, ça peut être un petit peu qui tout double. Mais c'est vrai qu'en prêt, et on va peut-être en parler un petit peu plus tard, ça peut vraiment être une solution. Et Grimaldo, ça peut aussi être très 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 intéressant. Et ça correspondrait, ça cocherait surtout pas mal de cases sur les priorités qu'on avait fixées au début du mercato, à savoir un gardien qu'on a déjà recruté, un latéral avec Grimaldo, Rashford qui serait l'ailier. Donc ça serait pas mal en tout cas, ça cocherait des cases avant d'arriver sur l'année prochaine. Et comme tu l'as très bien dit, la visée encore plus gros avec pourquoi pas un attaquant comme tu l'as cité, mais aussi un défenseur central. Ensuite, question de Maïmouna. Première question de Maïmouna, vous allez voir, il y en a plusieurs. Selon toi, après tout ce remue-ménage et des derniers jours par rapport à Nico, quelle devrait être ou quelle serait la meilleure manière pour le Barça de répondre à tout ça? Car on va pas se mentir, ce qui s'est passé reste assez humiliant, embarrassant pour ce club. Donc que faudrait-il faire pour retrouver la face?
Alors déjà, un petit truc, et je m'en prends pas du tout à toi, hein, parce que je parle pas exclusivement de toi et je pense pas que c'est comme ça que tu fonctionnes. J'ai déjà vu beaucoup de tes commentaires et c'est pas comme ça que tu réfléchis. Toujours faire attention à notre prisme par rapport au football. Ne pas avoir un prisme par rapport aux autres. Souvent, moi, je vois des fois dans mes commentaires, il y a quelques supporters qui sont souvent là à se dire « Ah mince, là, on s'est fait humilier, on va se moquer de nous. » Là, sur le cas Nico Williams, dans la vidéo que j'ai faite, j'ai eu des commentaires qui me disaient « Oh, maintenant, on va être la risée, tout le monde va se moquer de nous. » Ne voyez pas le foot en fonction des regards des autres. Voyez le foot en fonction de votre regard. Si votre équipe gagne, ne cherchez pas à ce qu'elle gagne parce que vous pouvez ensuite vous moquer des autres. Ne supportez pas votre équipe et si elle perd, vous vous dites « Oh non, je vais me faire charrier ». Voyez pas le football de cette manière-ci. Juste regardez le football parce que vous supportez votre club. Et ne le supportez pas par rapport justement aux réactions que vont avoir vos proches, vos amis ou même les gens que vous détestez. Regardez le football parce que vous êtes des vrais supporters. Et ensuite, pour mieux répondre à ta question, ce qu'il faut surtout pas pour le Barça, mais je crois que c'est ce qui est très bien fait, de toute façon, on a affaire à des adultes, hein, bien évidemment, Laporta et Deco, on peut leur reprocher certaines choses, ils sont loin d'être parfaits, mais ça reste des adultes, c'est ne pas céder à leurs émotions, tout simplement, voilà, passer à autre chose. Voilà, Nico, c'est bon, on a fait le train-train, on en a parlé, tout le monde a sorti ses vidéos à droite à gauche, on a fait le tour de Nico, nous a bien eu, c'était la clim machin. Ok, maintenant on passe à autre chose, c'est Nico Williams. Hein. Les gars, on a vu Messi partir, on a vu Neymar partir, ça a été des beaucoup plus grosses clims que ça, hein, je vous rappelle. Donc je sais que ça fait mal Nico Williams parce que ça aurait été trop kiffant de l'avoir. Maintenant, on passe à autre chose et les dirigeants, ils sont déjà en train de passer à autre chose. Là, ils ont 2 mois pour travailler sur un prochain dossier d'ailier gauche. Surtout, ce qu'il faut, c'est ne pas céder justement à cette pression, à la rapidité de tout de suite devoir recruter quelqu'un ou de devoir recruter un grand nom. Non, 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 non. Si le joueur il est trop cher et que c'est trop compliqué économiquement, ne nous mettons pas dans une situation de difficulté. Prenons le temps pour être sûr que le transfert est possible, que le joueur c'est sûr qu'il va pouvoir jouer, qu'on va pouvoir lui donner les garanties qui va pouvoir être inscrit. Et ensuite, prenons le temps. Alors bien évidemment, ça serait toujours mieux si le joueur pouvait être présent pour la tournée et la pré-saison, parce que c'est toujours mieux s'il peut s'adapter à l'équipe. Maintenant, si ce n'est pas le cas et que ça arrive plutôt au mois d'août, voire même à la fin du mois d'août, bah, c'est pas grave, au moins le minimum sera réalisé, entre guillemets. Donc voilà, on attendra, on fera le jugement dans 2 mois, quasiment à la fin du mois d'août, pour savoir si Laporta et Deco ont réussi leur coup. On a ensuite une question de Benny Ngasaki qui me dit « J'aimerais savoir si tu penses que la signature de Dumfries est un bon plan pour que Koundé reparte en défense et soit aligné avec Koubarsi et comme remplaçant Inigo, Garcia et Christensen et Forte. » Alors c'est très intéressant ce que tu dis, mais il y a plusieurs points un petit peu qui me mettent en doute. Déjà sur le cas de Dumfries qu'on en parle un petit peu, au moment où je tourne la vidéo, les grosses rumeurs elles sont surtout du côté de Manchester City. Manchester City qui a besoin d'un arrière droit titulaire. Ce que n'a pas besoin pour l'instant le FC Barcelone. On ne cherche pas un arrière droit titulaire. Donc Manchester City, ils ont les arguments en termes de prix de vente déjà pour l'Inter Milan et ensuite en termes de salaire pour Dumfries parce qu'on sait qu'il a une clause libératoire à peu près de 25 millions d'euros. Déjà apparemment le Barça ne serait pas en capacité forcément de s'aligner dessus, mais en plus de ça, City vont lui proposer un salaire qui sera 2 fois supérieur à celui du Barça je pense. Mais bon, pour l'instant ça reste que des rumeurs. Parlons du cas Dumfries. En fait la problématique que tu mets c'est donc que tu verrais Dumfries titulaire. Parce que forcément, Dumfries ne va pas venir au Barça pour être remplaçant. Hein. Le mec, c'est un titulaire de son pays à la Coupe du Monde en 2026. Et puis il est titulaire à l'Inter Milan qui a été en finale de LDC. Il ne vient pas au Barça pour être remplaçant derrière Koundé. Mais donc ça, comme tu l'as très bien dit, ça forcerait Koundé à se recentrer. Or moi, si vous connaissez bien la chaîne, vous savez que je ne touche pas à la défense l'année prochaine. Baldé, Koundé, Koubarsi, Inigo Martinez, je trouve que c'est une bonne défense. Malgré les critiques qu'il y a eu en fin de saison dernière, j'estime que les premières fautes, elles ne viennent pas d'eux. La responsabilité première, elle vient des milieux de terrain et des attaquants qui ont eu un peu plus de mal en toute fin de saison à exécuter le pressing. Et avec notre ligne du hors-jeu à risque, si tu rates ton pressing, tu es tout de suite mis en difficulté. Mais Inigo Martinez et Koubarsi, la défense centrale, ça reste 2 des meilleurs défenseurs centraux de l'année dernière dans toute l'Europe. Je ne dis pas que c'est les meilleurs, je dis que ça fait partie des meilleurs. Donc les changer, je ne suis pas trop sûr pour l'instant. Et surtout, en plus de ça, que Koundé, ça fait à peu près déjà plus de 3 ans qu'il s'est habitué à ce poste d'arrière droit. On s'en souvient déjà à la BAC, il était arrière droit. La dernière saison de Xavi, il était encore arrière droit. Et cette saison avec Flick, il était arrière droit. Donc là, le mec, on a remarqué qu'il s'est amélioré, mais superbement. Même cette année, il a encore progressé. C'est-à-dire qu'il va avoir une complémentarité avec Lamine Yamal, en plus de lui-même être plus à l'aise sur le terrain et avoir enfin ses repères. Et au moment où le joueur vraiment est bon à ce poste-ci et nous apporte aussi offensivement alors qu'on avait des doutes par rapport à ça, on va lui redemander de redevenir défenseur central. Je trouve que ça fait un peu beaucoup pour Jules Koundé. Alors bien évidemment, ça reste une option. Hein. Et souvent, je l'évoque, je dis en défenseur central, on a vraiment beaucoup de choix. Si Inigo se blesse, si Koubarsi a un carton rouge, si Araujo est en vacances à droite à gauche,
Oui, Koundé, tu l'appelles et tu lui dis « Hey, amigo, est-ce que tu peux venir dépanner en défense centrale ?» Bien évidemment. Mais dans un premier temps, changer ta défense, qui je trouve, moi, a bien fonctionné, et surtout, c'est bien adapté à la ligne du hors-jeu, je trouverais ça un petit peu compliqué. Encore une fois, ce qu'il faut changer, c'est ce qui se passe au niveau du pressing. Alors après, l'année prochaine, Inigo Martinez, on en reparlera, il aura un certain âge. Et voilà, peut-être que là, déjà, même au mois de novembre, ce que je suis en train de vous dire, ça va se planter. Hein. Peut-être que je me trompe totalement et qu'Inigo Martinez va sombrer l'année prochaine. J'en sais rien, j'ai pas la boule de cristal. Mais à l'heure actuelle, moi, la défense, je n'y touche pas. Donc j'aimerais bien avoir peut-être un remplaçant en tant que latéral. Je vous ai dit, ça, c'est une priorité. Mais un titulaire comme Dumfries, voilà, c'est un très très bon joueur, hein, bien évidemment, je dis pas non, le mec il est chaud, c'est un titulaire à l'Inter Milan, il est fort Dumfries. Et puis en plus c'est un registre différent de Jules Koundé, un peu plus offensif, un petit peu plus d'ailleurs rôle piston que Koundé. Donc c'est intéressant, je vous dis pas que c'est pas intéressant. Mais voilà, si on peut conserver peut-être de l'argent et placer un petit peu moins sur le latéral, en garder un peu plus pour l'ailier gauche, voilà, Dumfries c'est pas pour moi la priorité numéro 1 pour le Barça. Ensuite, autre question justement de Maïmouna. Concernant le rôle d'ailier gauche, il est vrai qu'il nous en faut vraiment un. Mais est-ce primordial que ce soit un joueur totalement confirmé dans l'immédiat? Je dis ça dans le sens où on a également la possibilité de ramener Virgili qui n'a rien prouvé pour le moment. Que penses-tu de prendre Rashford en prêt et de le tester, le jeune Virgili, en pré-saison? C'est une question très intéressante justement par rapport à ce rôle de joueur qui est déjà confirmé. Et je vais un peu de le dire justement par rapport à Dumfries. Si tu recrutes, par exemple, les rumeurs sont sur Luis Diaz et Leao, par exemple. Ce sont des joueurs qui actuellement sont titulaires dans leur club et dans des clubs importants qui jouent la Ligue des Champions et qui ont aussi une carte à jouer pour la Coupe du Monde 2026. Ces joueurs-ci, si tu les ramènes, ça va être un petit peu difficile de leur dire « tu seras remplaçant ». Parce que Rafinha, on est tous et toutes d'accord qu'il est titulaire l'année prochaine, avec la saison qu'il nous a faite, ça va être difficile de le mettre sur le banc l'année prochaine et de trouver les arguments pour le mettre sur le banc, donc il va être titulaire. Et donc tu vas dire à ces joueurs-ci, vous allez être remplaçant. Alors vous allez me dire, oui, etc., c'est bien d'avoir des très très bons joueurs, la concurrence. Mais même dans un club où il y a de la concurrence, le Paris Saint-Germain, Manchester City, le Bayern Munich, le Real Madrid, il y a toujours des titulaires. Voilà, au Paris Saint-Germain, le milieu de terrain, c'est Neves, Ruiz, Vitinha. Voilà, c'est les titulaires. Il y a beau avoir du Warren Zaïre-Emery en tant que remplaçant, ils ont des remplaçants à tous les postes. Hakimi, il a un remplaçant. Nuno Mendes, il a un remplaçant. Ça reste les titulaires. Il y a toujours des titulaires dans une équipe. Que ce soit un joueur comme Leao ou Luis Diaz, tout de suite les faire venir et leur dire tu seras remplaçant, oui, ça pousse à la concurrence et ça pousse à être meilleur que justement un Rafinha. Donc ça peut être bien sur ce niveau-là. Mais après, est-ce qu'ils peuvent accepter ça? Et surtout, ils ont un prix, ils ont un salaire, et tu ne payes pas un salaire pour que le joueur soit remplaçant. Donc c'est vrai que forcément, tu peux penser à un Rashford, par exemple, qui lui peut plus accepter ce rôle de remplaçant. Parce que Rashford, de par sa carrière et son historique, là on voit bien que c'est un tout petit peu en déclin, entre guillemets, il peut accepter. Il serait tellement content d'arriver au Barça, il serait prêt à se mettre à quatre pattes pour le FC Barcelone, le Marcus Rashford, pour se sortir de Manchester United. Donc lui, tu peux le faire venir et lui dire, bah t'es un backup justement à Rafinha. C'est totalement possible. Et maintenant, Virgili, justement, avoir cette possibilité de le mettre encore plus derrière. Parce que Virgili, toujours faire attention avec les jeunes. On a des jeunes qui poussent tout de suite au Barça et qui arrivent très vite à s'imposer. On a vu Casado cette saison, c'était instantané. Lamine Yamal instantané. Koubarsi instantané. T'en as, ça prend un peu plus de temps. Baldé, il a fait un peu la permutation avec Alba dans un premier temps. Et t'en as d'autres là, Tony Fernandez, Dani Rodriguez. Dani Rodriguez sur les minutes qu'il a eu cette année. Et c'est pas de sa faute du tout. Hein. Ça a été un petit peu plus compliqué. C'est normal, c'est logique. T'en as qui prennent plus de temps. Est-ce que Virgili, on est sûr et certain qu'il va s'imposer instantanément en équipe 1? On n'est pas sûr pour l'instant. Peut-être que oui. Peut-être que oui, mais pour l'instant, on n'est pas sûr. Donc avoir que Virgili en backup de Rafinha, c'est peut-être un peu trop léger. Donc justement, ramener un Rashford, ça peut être intéressant. Il accepte ce rôle-ci. En plus, il a une polyvalence pour jouer dans l'axe. Ouais, ça peut être cool. Et justement, pas forcément se fixer sur un mec qui est totalement confirmé. Ça peut être intéressant. Maintenant, le fait d'avoir un joueur confirmé à son poste, ça t'assure quand même aussi un certain niveau que tu n'as pas forcément immédiatement avec Rashford et Virgili. Donc, le cas est un peu complexe. Une question de Enzo Boutin qui me demande « Ne penses-tu pas que Cancelo serait le latéral parfait à aller chercher ?» On entend beaucoup parler de Grimaldo et récemment de Dumfries, mais Cancelo aime le Barça, il a déjà joué et il pourrait être la doublure de Baldé et Koundé. Tout à fait, Cancelo, c'est un très très beau nom. Pour la chaîne Le Groupe Sport, et vous pouvez vous abonner au Groupe Sport, j'avais fait justement un mercato avec Axel, et Axel, lui, avait choisi de prendre Cancelo. Moi, j'avais pris Vanderson de Monaco. Et donc Cancelo, moi, j'étais assez d'accord avec lui, hein, parce qu'il a ce rôle où il connaît le club, il aime beaucoup le club, donc il serait prêt un petit peu à faire des sacrifices. Surtout, il a une expérience, il a un certain âge, Cancelo, donc ça, c'est bien pour
apprendre à Baldé, avoir ce rôle un petit peu de mentor. Moi, c'est ça qui m'intéresse pour les latéraux aussi. Un petit peu avoir ce rôle de mentor pour Baldé qui reste un jeune joueur et le faire progresser. Cancelo, en plus, comme tu l'as très bien dit, peut jouer à gauche, peut jouer à droite. Donc là, c'est parfait. Tu n'as même pas besoin de recruter un latéral droit, un latéral gauche. Tu en as un qui fait les deux. Cancelo peut accepter, je pense, dans un premier temps, d'être un peu un remplaçant à droite et à gauche. Et puis en plus, il peut se balader. Donc c'est-à-dire que ses minutes de jeu, elles peuvent carrément doubler. C'est très intéressant, c'est technique, c'est un rôle qui est différent en plus de Koundé, c'est-à-dire que c'est un joueur un petit peu plus offensif, plus à l'aise dans le dernier tir que Jules Koundé, donc c'est très sympathique de l'avoir. Capacité aussi tactiquement de se replacer un petit peu dans un rôle intérieur. Cancelo, et Cancelo, il coche beaucoup de cases. Donc toi, après, tu as parlé de Dumfries, je viens d'en parler, Grimaldo, on va en parler un petit peu plus juste après, mais Cancelo, oui, en vrai, Cancelo, pour moi, même au niveau du prix, je pense que ça peut être le plus intéressant. Maintenant, ce qui est compliqué avec les joueurs qui sont en Arabie Saoudite, c'est de les faire rétrograder en termes de salaire. Parce que là, il se fait plaisir, hein, là-bas. Du coup, Cancelo, pour le faire venir, voilà. Mais s'il aime vraiment le club et qu'il montre qu'il est en capacité de baisser son salaire, étant donné qu'il connaît aussi un petit peu d'écho, etc., ouais, Cancelo, il coche beaucoup de cases. On a ensuite une question de Marco Unlede qui me dit « Salut Dave, j'espère que tu vas bien ». Bien sûr que ça va, je me régale à répondre à vos questions. Que penses-tu de Leao Lookman comme ailier et Rashford en prêt? Et Dumfries, ça valait le coup de le tenter, même si 25 millions c'est abordable pour le club. Dumfries, bon, on vient d'en parler, mais pour Leao et Lookman, plus Rashford en prêt, toi de ton côté. Alors là, déjà, Leao et Lookman, il faut faire attention, c'est pas du tout le même registre. Tout à l'heure, je vous disais, moi ce qui m'intéresse surtout, c'est d'avoir un profil qui se mette dans un endroit qui est en difficulté actuellement pour le Barça. Et l'endroit de difficulté, c'est vraiment ailier gauche, ailier de couloir. Lookman, c'est un joueur que j'apprécie beaucoup. On en a parlé avec Café Barça dans la vidéo virtuelle Mercato pour les ailiers. C'est un ailier déstabilisateur, dribbleur sur les appuis. Ça va très vite du côté de Lookman, c'est super. Et je pense même qu'il pourrait accepter dans un premier temps d'être remplaçant au FC Barcelone. Donc ça coche vraiment beaucoup de cases. Au niveau du prix, c'est 2 fois moins cher typiquement qu'un Leao. Donc il y a beaucoup de côtés positifs à Lookman. Maintenant, Lookman, vous regardez sur les dernières saisons justement à l'Atalanta, c'est pas réellement un ailier de couloir. Il joue beaucoup dans une attaque à 2 avec justement aussi un mec derrière qui est faux numéro 9, numéro 10 et c'est très axial. Et donc, c'est pas exactement le même profil que Rafinha en termes de joueur, mais en termes de positionnement, on se retrouve souvent sur un joueur qui est demi-espace gauche, un petit peu comme Rafinha. Et justement, moi, ce que j'essaie de chercher, c'est un vrai ailier de couloir. Lookman peut l'être, et même avec le Nigeria, il l'est un peu plus déjà qu'avec l'Atalanta. Mais je veux dire que c'est moins son rôle. Par exemple, un Leao, lui, c'est un vrai ailier de couloir. Voilà, Leao. Alors, Leao, la problématique, en revanche, c'est que des fois, j'ai des petits doutes. Le truc avec Leao, c'est que c'est un peu quand il veut. Depuis 2 ans, moi, des fois, je le vois jouer et il s'arrête un petit peu quand il veut. Il ne fait pas forcément tout le temps les efforts pour son équipe, il s'arrête de défendre. Or, au Barça, on sait que ça va être très important de faire le pressing. Et des fois, il joue un petit peu les à-coups quand il a envie de les jouer. Un petit peu à la manière de Joao Félix. Et vous connaissez mon avis sur Joao Félix. C'est typiquement le type de joueur, j'ai beaucoup de mal. Pourquoi? Parce qu'ils ont énormément de talent, mais malheureusement, ils sont trop obnubilés par le geste avant d'être obnubilés par l'efficacité. Donc quand on regarde leur action intrinsèquement du match, on se dit waouh, c'est formidable, mais si tu regardes tout le match, tu remarques qu'il y a beaucoup d'erreurs. Et Leao, j'ai l'impression qu'il tend vers ça. Alors Leao, quand il est à 100%, mais c'est magnifique, hein. C'est incroyable, c'est tonique, c'est rapide. Le mec en plus, il est physique, il est grand, il dribble très rapidement, très bien. Et en plus de ça, devant les cages, il rigole pas du tout Leao. Donc quand Leao est à 100%, tous les jours, top mondial Leao. Maintenant, quand est-ce qu'il est à 100%? Et depuis 2 ans, je trouve que vraiment ça fait haut, bas. Même dans les grands matchs, haut, bas. Alors peut-être que je me trompe. Et s'il arrive au Barça, vous me direz avec Flick, le mec qui va se mettre au diapason, il va répondre présent, et il va se donner à 100% dans une équipe qui joue encore plus offensif que l'AC Milan. Il va prendre du plaisir. Peut-être. Mais voilà un tout petit peu pour l'instant mes réserves sur Leao. Bien évidemment, s'il vient, on fera une vidéo analyse. En plus de son prix, les rumeurs là, apparemment récemment, on dit 70 millions, l'AC Milan est prêt à le lâcher. J'y crois pas trop. J'y crois, 70 millions pour Leao alors qu'il y a quelques ans on nous disait 110 millions. Comment d'un seul coup on est baissé de 40 millions, je ne sais pas trop. Mais voilà, bon si c'est 70 millions, pourquoi pas, hein. Encore une fois, je ne suis pas là à vous dire non, c'est comme Dumfries, hein. Leao c'est top joueur, etc. Mais voilà, il y a ce petit questionnement autour de Leao, en plus de se dire, bah, le mec il va vouloir venir pour être titulaire. Question de Corici 3000 qui me dit « J'espère que tu vas bien Dave ». Encore une fois, oui, je doute encore en les capacités de De Jong défensivement. Est-ce que tu penses que ça serait mieux si Hansi laisse Casado titulaire à la place de De Jong, vu que celui-ci est un joueur box-to-box? Bon, question un petit peu hors mercato, mais c'est toujours intéressant de parler tactique. C'est intéressant, hein, c'est très intéressant ta tactique. Après, moi, vous le savez, pour ceux qui suivent bien, on a parlé en plus du milieu de terrain avec Lafrit récemment dans la série Les Lignes du Barça.
Je disais justement que moi j'aimerais bien à un certain moment que le Barça revienne à une pointe basse, un numéro 6 et deux relayeurs. Alors je pense pas que ça va se faire puisque c'est pas vraiment la stratégie de Flick, mais moi je pense que ça permettrait au Barça d'avoir plus de possession, d'être mieux régulé justement sur le contre-pressing. Donc je pense que ça pourrait être intéressant de refaire ça. Et dans cette optique-ci, De Jong se retrouverait donc seul numéro 6. Et De Jong seul numéro 6, à chaque fois au Barça, ça a été un petit peu compliqué. Là ça a bien marché, et surtout ces derniers mois, quel niveau de Frenkie De Jong, mais aussi parce qu'il était aidé par Pedri. Donc il y avait un petit peu un Pedri qui venait l'aider quand il était un peu plus en difficulté. Maintenant, laisser De Jong totalement seul en tant que numéro 6, faut voir. Franchement, faut voir. Je ne suis pas là à vous dire que c'est mort. Franchement, la fin de saison, les 2 derniers mois là, de cette année, on a retrouvé un niveau d'un De Jong exceptionnel, mais maintenant j'attends que la saison prochaine, physiquement, il soit à 100%, qu'il nous fasse une saison de titan, qu'au milieu de terrain, ça soit vraiment Pedri et lui, et que les deux dictent le tempo, qu'il retrouve vraiment son niveau et sa constance, Frenkie de Jong. Maintenant, tout seul en tant que numéro 6, je suis assez d'accord avec toi, moi j'ai toujours des doutes et j'ai besoin de la confirmation. Et surtout dans un premier temps, alors ça ne va pas être possible tout de suite, mais moi je vois surtout un Bernal numéro 6 avec De Jong et Pedri en tant que relayeur. Donc De Jong un peu plus haut, De Jong pour la projection, De Jong pour être justement des fois dans le dernier tiers et un petit peu aussi être à la conservation sans forcément être absolument devant sa défense. Mais après Bernal il ne va pas revenir tout de suite, je pense qu'il sera totalement en forme vers octobre peut-être, ou fin septembre, quelque chose comme ça. Donc en attendant ça peut être une solution. Pour Casado, le premier choix d'Anti-Flick, justement, avec Casado, c'était pas de le mettre numéro 6. Tu te souviens du tout début de l'année dernière, Casado, il était numéro 8. Il n'était pas 6, c'était Bernal le numéro 6. Alors après, est-ce qu'il peut mettre Casado devant De Jong parce qu'il a une activité défensive qui est peut-être un peu plus forte? Et ça, je suis d'accord avec toi. Maintenant, De Jong a d'autres qualités. Et surtout, faut pas l'oublier que le poste de numéro 6 au Barça, comme l'était Busquets, c'est pas forcément être que bon devant ta surface pour récupérer le ballon, parce qu'en fait, on se situe rarement dans cette situation de Barça, on défend rarement bas, c'est surtout savoir défendre haut. Busquets, son activité principale, elle se situait limite dans le coin adverse, pas devant sa surface. Donc cette intelligence de pressing, cette intelligence de placement, c'est surtout ça qu'on attend d'un numéro 6 aussi du côté du FC Barcelone. Est-ce que De Jong est totalement capable de le faire tout seul? C'est vrai que j'attends la confirmation l'année prochaine. Et ensuite, dernière question très intéressante de Gagny Traoré qui me dit: penses-tu que le FC Barcelone dominera l'Europe comme la saison dernière sans une recrue phare? Très intéressante cette question. Mais déjà, il faut un petit peu définir dans les questions certains thèmes. Qu'est-ce que c'est dominer l'Europe? Ça, c'est intéressant. Est-ce que dominer l'Europe, pour toi, c'est forcément gagner la LDC ou pas? Parce que moi, tu vois, je considère, par exemple, et il y a des gens qui ne seront pas d'accord avec moi, que Manchester City a dominé l'Europe les 10 dernières années, par exemple. Alors qu'ils ont gagné la LDC qu'une fois. Mais je considère que ce qu'ils ont fait en première ligue, de tout le temps être présent en quart, demi ou finale de LDC, en fait, d'une certaine manière, c'est dominer l'Europe. Au même titre qu'un Real Madrid, hein. Tu peux être plusieurs, entre guillemets, à dominer l'Europe. Mais je trouve que City aussi, c'est très solide. Donc, qu'est-ce que c'est dominer l'Europe? Mais bon, pour le Barça, je pense que ça veut dire justement être présent et faire peur. Moi, c'est ça aussi. C'est vraiment cette notion, et je vous l'ai expliqué quand je voyais le plan à long terme du FC Barcelone dans le futur, dominer, faire peur à ses adversaires et avoir surtout de la continuité. Pour le Barça, il faut qu'on finisse avec les yo-yo. Une année c'est bien, une année c'est pas bien, etc. Sous Xavi encore c'était un peu comme ça, Koeman aussi c'était comme ça faisait haut bas, haut bas. Maintenant c'est bon, il faut qu'on retrouve la régularité d'un club qui fait peur tout simplement. On est le Barça, chaque année on est dans les favoris pour la Ligue des Champions. C'est le minimum que doit avoir un club de la stature du FC Barcelone. Faire peur en Ligue des Champions et jouer le titre en Liga sans défaut. Alors ça ne veut pas dire gagner la Ligue des Champions tous les ans, gagner la Liga tous les ans. C'est être un sérieux favori pour remporter ces compétitions. C'est ça l'objectif. Et maintenant, ta question elle est très intéressante parce qu'elle revient un petit peu sur les discours qu'avait tenu Xavi avant qu'il se fasse limoger. De dire justement, si on veut être des compétiteurs dans toutes les compétitions comme était le Grand Barça avant, ça va être compliqué si économiquement parlant, on est comme on est actuellement. Et ça ne veut pas forcément dire qu'une année sur l'autre, le Barça arrivera à faire quelque chose d'exceptionnel. Ce qu'a fait le Barça cette année, c'est exceptionnel, je tiens à le rappeler. Alors les gens, ils oublient un petit peu le contexte parce que ça s'est très bien passé, mais n'oubliez pas d'où on vient. On a juste recruté Dani Olmo à 60 millions, c'est tout, entre guillemets, avec les blessures qu'on avait, etc., les problématiques. Ce qu'a fait Flick, c'est phénoménal. Mais ce qu'a fait Flick, c'est justement extraordinaire, c'est hors de l'ordinaire. De base, on n'aurait peut-être pas dû faire la saison qu'on a faite. Et donc justement, ce qu'essayait de dire Xavi justement dans ce propos-ci, c'est que ok, certaines années, on va réussir. Lui-même, il avait réussi à gagner la Liga sur une saison. Mais justement, ce qu'il expliquait, c'est retrouver la constance du Grand Barça. Ça va être compliqué si, économiquement parlant, on reste dans cette difficulté. C'est ça qui est galère pour le Barça. Et là, typiquement, qu'est-ce qui va se passer l'année prochaine?
Le Barça, on l'a dit, a besoin, je trouve, de se réajuster dans son jeu. J'ai fait une vidéo spéciale où je détaillais justement les 5 ajustements pour l'année prochaine. Parce que là, les équipes adverses, elles vont t'attendre. Les équipes adverses, elles te connaissent. Elles connaissent ton jeu. Du coup, elles vont se préparer à toi. Elles vont être encore plus solides. Et justement, si tu ne recrutes pas justement de nouveaux joueurs frais, etc., déjà, en termes de fraîcheur, de profondeur de banc pour t'apporter quelque chose, mais en plus de ça, des nouveaux joueurs qui tactiquement peuvent t'apporter de nouvelles choses, ça peut être un petit peu compliqué pour le FC Barcelone. On voit Manchester City, boum, ils ont une saison compliquée. Regardez les recrues qu'ils sont en train de faire. Regardez Arsenal, là, ce qu'ils sont en train d'envoyer. Avec Joe Keres, Zubimendi, etc. Regardez le Paris Saint-Germain, ils ont gagné la LDC, ils ont une profondeur de banc de malade mental. Ils vont continuer à acheter des joueurs. Le Real Madrid, saison compliquée. Nouveau coach, Huijsen, Alexander-Arnold. Ça envoie tout de suite, instantanément. C'est ça le football actuel. Les gros clubs, ils envoient sur le mercato dès qu'ils sont en difficulté. Et le Barça, on a la grande chance d'avoir la Masia. On a la grande chance d'avoir eu Flick. On a la grande chance que sur cette saison, le cercle vertueux, il a créé un truc qui était magique. C'est magique ce qui s'est passé cette année. Maintenant, est-ce que ça va avoir la force de continuer et avoir de la constance totalement? Je ne sais pas encore. Déjà, on s'est amélioré sur le gardien. Johan Garcia, c'est une vraie recrue. C'est une recrue phare. Je ne sais pas si ça correspond à ta définition de recrue phare, mais ça change quelque chose. Est-ce que si Rashford vient, ça sera une recrue phare pour toi? Dans l'état actuel de Rashford, peut-être pas. Un joueur qui a été presté à Aston Villa en 2021, c'était une star Rashford. Est-ce que actuellement, ça l'est toujours? C'est une question. Est-ce que c'est une recrue phare, Marcus Rashford? C'est une question qu'on peut se poser. Mais voilà, pour moi, pas forcément recrue phare, mais au moins améliorer certains postes. Certains postes, on l'a dit, ailier gauche, tu as besoin. Peut-être pas le joueur, comme on l'a dit, qui est totalement établi, peut-être pas un Leao forcément, pour prouver. Mais je pense qu'il faut combler certains postes. Et après, je dis ça, on l'a vu cette saison, on a quand même réussi à faire quelque chose en dehors de grosses recrues, à part Dani Olmo. Donc preuve en est, c'est du football. Et le football, il ne suit pas tout le temps les lois. Et peut-être que l'année prochaine, nous, on s'est bien reposé, on n'a pas été en Coupe du Monde des clubs. Et l'année prochaine, on en arrive, on est frais et on explose tout le monde et ça se passe très bien. Peut-être, je dis peut-être des bêtises. Mais dans ma tête, je me dis quand même qu'il faut passer par quelques petites recrues pour continuer à être aussi important et continuer à faire peur sur l'Europe, qui est notre objectif au long terme. Voilà, mesdames et messieurs, pour cette FAQ. Comme je le dis à chaque fois, un grand merci à ceux qui ont posé des questions. J'ai pas pu justement toutes les lire et répondre à toutes. Il y en a aussi qui se ressemblent un petit peu, donc j'essaye d'y répondre indirectement à travers d'autres questions. Donc j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas vous aussi à répondre à ces questions en commentaire, à me dire ce que vous en avez pensé, parce qu'encore une fois, il y a des éléments et il y a des sujets sur lesquels on n'est pas d'accord et c'est totalement normal. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous souhaite très bonne journée ou bonne soirée en fonction de quand est-ce que vous la regardez. À tout bientôt. Ciao.